Vous êtes-vous déjà promené seul dans une forêt? Avez-vous déjà ressenti le côté mystique des lieux? Prenez le temps de vous arrêter et imaginez tous ceux qui, avant vous, sont passés par là, d'hier à la nuit des temps. Combien ont mis le pied exactement où le vôtre est posé? De simples passants, des voyageurs, des brigands, des soldats. Nombreuses sont les forêts qui cachent une histoire. Si vous vous concentrez bien, vous pourrez peut-être la ressentir. À Teutoburgwald, en Allemagne, le bruit lointain des branches et le vent sifflant dans les cimes pourraient encore transporter les cris de désespoir des hommes de la 17e, 18e et 19e Légion romaine. Un des plus grands désastres militaires de l'Antiquité hante encore les profondes contrées vertes de la Germania. Dans ses annales, Tacite dira que rien ne fut plus sanglant que cette débâcle au milieu des bois et des marais. Ce mois de septembre de l'an 9 de notre ère marquera un tournant définitif sur le visage du monde. La Germanie ne sera jamais romaine. Le territoire germain était constitué de forêts immenses, de marécages impénétrables et peuplé de tribus hostiles qui n'hésitaient pas à entrer en zone de romanité pour s'adonner au pillage, meurtres et violences notoires qui affaiblissaient les frontières romaines. À cette époque, on ne peut pas vraiment parler d'un peuple germain consciemment unifié. Il s'agissait de multitudes de tribus divisées en grandes familles qui se faisaient la guerre mutuellement. Il y avait les Bructères, les Burgondes, les Chérusques, les Ubiens, les Teutons, les Marcomans, etc., etc. Par simplicité, César fera la différence entre ces terres et la Gaule en nommant toutes les tribus à l'est du Rhin comme germaines. En 27 avant Jésus-Christ, la période républicaine laisse place à l'époque impériale et Octave Auguste devient le tout premier empereur de Rome. Ce dernier désire renforcer les frontières de la Gaule et envoie des campagnes militaires en Germanie pour anéantir les tribus violentes. La puissance des légions romaines force quelques peuplades à coopérer avec les Romains et il y en a une qui retiendra particulièrement notre attention, les Chérusques. La conquête et la Pax Romana, nouvellement installée dans les régions germaines, force Ségimère, un chef d'une tribu chérusque, a confié ses deux fils, Arminius et Flavius le Blond, à Rome pour assurer une paix durable à ses semblables. Les deux enfants seront élevés dans le but de servir au mieux l'Empire dans leur pays d'origine, sorte de garantie pour la cité du Latium de maîtriser les contrées barbares par le biais de parfaits germains romanisés. C'était une pratique courante à l'époque. En grandissant, Arminius s'engage dans l'armée et très vite il sera envoyé en Dalmatie aux commandes de troupes auxiliaires composées de volontaires germaniques. Les troupes auxiliaires sont un département de l'armée romaine composé d'hommes libres, non citoyens romains. Les citoyens romains, eux, étaient légionnaires. Après la Dalmatie, Arminius est devenu un soldat compétent qui connaît les tactiques militaires romaines sur le bout des doigts, ses points forts et ses points faibles. Il obtient, après cette campagne, le prestigieux rang équestre et le droit à la citoyenneté. En l'an 7 après Jésus-Christ, Auguste nomme un de ses proches parents, Publius Quintilius Varus, nouveau gouverneur de Germanie. Il s'était très fortement distingué en Syrie, où il fit preuve d'une extrême cruauté. Et pour accompagner ce dernier, l'empereur choisit Arminius. Il ne le sait pas encore, mais ce choix marquera l'Europe à tout jamais. De retour dans son pays d'origine, il remarque que les Romains ont installé leur autorité par le biais de nombreux aménagements militaires, dont le fameux camp de Alterne. Seulement, la romanité stagne autour des forts et des institutions romaines. Dans les contrées plus éloignées, les tribus restent fidèles à leur mode de vie et ont du mal à supporter les pressions et les impôts prélevés par Rome. Une violente envie de liberté et de revanche commence à naître dans tous les cœurs germains. Arminius et Varus quittent sans doute le fort de Alterne avec 3 légions pour se diriger vers l'est et le cours d'eau du Weser, où habitent les Chérusques. Leur but étant de rejoindre un camp militaire pour l'été de l'an 9 après Jésus-Christ. Le trajet est extrêmement dangereux dans ces régions hostiles et Varus envoie donc Arminius en éclaireur à la tête des troupes d'auxiliaires germains.
Leur mission est d'assurer la protection de la 17e, 18e et 19e Légion qui avancent lentement en formant un serpent d'environ 15 km de long. Dans ce pays barbare, Varus est un peu trop confiant. Il n'hésite pas à soumettre les Germains, exécuter les insurgés et à imposer le droit romain, très incompatible avec la manière de vie des autochtones. À peine arrivé, Varus est déjà haï au plus haut point. Les barbares ne supporteront plus longtemps ces étrangers venus d'ailleurs pour dicter leurs lois. Le retour en Germanie d'Arminius a très certainement dû le torturer quant à sa vraie nature, ses vraies origines. L'attitude du nouveau gouverneur n'est très certainement pas passée à ses yeux et c'est sans doute pour cela qu'il décidera de trahir sa mère adoptive, la louve romaine. Les raisons exactes de ce revirement restent un mystère. Peut-être était-ce altruiste ou tout simplement égoïste. En tout cas, son plan est clair. L'été touchant à sa fin, les 3 légions s'apprêtent à regagner le Rhin. Arminius leur tendra une embuscade sur le chemin du retour. Varus, lui, ne se doute de rien. Il a envers Arminius une entière confiance et le considère très certainement comme un excellent citoyen romain. C'est donc dans l'ombre qu'il parvient à faire quelque chose de tout à fait incroyable. Coaliser les tribus germaniques qui d'habitude se font la guerre entre elles. Sorte de première grande unification des peuplades de l'est du Rhin grâce au grand Ting. Ségestes, un riche chérusque, collaborateur des Romains, tentera tout de même de prévenir le gouverneur des desseins d'Arminius. Varus ne le croira pas, et de ce fait, il vient de rater le seul avertissement qui aurait pu lui sauver la mise. Alea jacta est, le sort en est jeté. Le mois de septembre est arrivé sur les vastes contrées germaniques, et les 20 à 25 000 hommes de Varus quittent le camp d'été en direction du Rhin. L'armée romaine est composée ce jour-là des 17e, 18e et 19e légions, accompagnée de quelques cohortes d'auxiliaires et d'ailes de cavalerie. Ce qui est sûr, c'est que le chemin emprunté par l'armée devait contourner la vaste forêt de Teutobourg, jugée trop difficilement franchissable. Pourtant, Arminius, parti en éclaireur avec les auxiliaires germains, réussira à les attirer au milieu de l'enfer vert et des marécages. L'armée romaine dévie donc de sa route habituelle au matin du 2e jour de marche. Elle n'en reviendra jamais. Les soldats de Rome s'épuisent à se frayer un chemin surchargé par leur armure et leur pactage. La formation de l'armée est déstructurée à cause de la configuration du terrain et forme une longue colonne qui serpente, exposée et vulnérable à travers les bois. Varus s'obstine à continuer. Il est confiant car ses hommes, bien que dispersés, sont protégés sur ses flancs par les auxiliaires germains. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ces troupes commandées par Arminius ont également rejoint la révolte des tribus. Le piège est parfait. Arminius sait très bien qu'en plaine, ils n'auront aucune chance face aux légions, mais dans la forêt, composée de chemins creux et de roches abruptes, les Romains mourront face aux guerriers germains, habitués à combattre dans de telles conditions. La coalition des peuplades germaniques compte très certainement moins de soldats que leur adversaire. C'est pour cela que le conspirateur attaquera par petites parties seulement la colonne romaine. Le but, couper la queue et la tête du serpent. Les barbares surgissent de toutes parts. Ils se jettent sur les légionnaires en compagnie des auxiliaires. La surprise est totale. Arminius lance une série de petites attaques meurtrières à différents niveaux de l'armée de Varus. Très certainement le centre de celle-ci pour empêcher les soldats de se rassembler. Il veut affaiblir un maximum les légions avant l'assaut décisif. Au soir de la première journée de combat, les pertes sont considérables mais pas encore fatales pour l'armée romaine. Ils arrivent tout de même à établir un camp de fortune pour passer la nuit. L'objectif pour eux, quitter cette maudite forêt le plus vite possible. Le lendemain, ils quittent leur position et les affrontements s'intensifient. Tellement affaiblis, ils ne pourront pas, cette fois, dormir à l'abri le soir. Le 3e jour est caractérisé par de fortes pluies, ce qui ralentit considérablement la retraite romaine. Soudain, Arminius lance un nouvel assaut. Les Germains jaillissent de tous les côtés. Les Romains, pris de panique, ne contre-attaquent plus avec force, mais tentent de s'enfuir, d'éviter leur sort funeste. Les Germains étaient d'une violence inouïe, tuant et massacrant tout ce qu'ils pouvaient. On ose imaginer quelle horreur cela a pu être. Beaucoup de légionnaires se donnèrent la mort pour échapper à la sauvagerie des guerriers coalisés chérusques, Mars, Sicambre, Bructère, Tenctère, etc.
C'était là, la seule voie de secours que les malheureux aperçurent. Le maigre reste de l'armée trouva enfin la sortie des bois le 4e jour. Varus a sûrement dû penser qu'il était sauvé. Pourtant, il se dirige tout droit dans la gueule du loup. Les derniers survivants seront massacrés dans la passe de Calcryse. Varus, trahi et désespéré, se transperça le ventre avec son glaive. Les Germains, victorieux, pillent les morts et tuent les blessés. Des sacrifices de prisonniers seront offerts aux dieux et la tête de Varus sera envoyée à l'empereur Auguste. En 15 après Jésus-Christ, 6 ans plus tard, de nouvelles légions commandées par Germanicus reviendront sur les sites du massacre. Tacite nous raconte que des ossements gisaient encore sur le sol, que des crânes avaient été cloués aux arbres et que des autels avaient servi à sacrifier les centurions et les tribuns. C'est donc plusieurs années après le drame que Germanicus enterrera les restes humains des légionnaires de Varus. Son but est de venger Rome, mais il n'y parviendra jamais. La Germania ne sera pas captive. Quant à Arminius, il sera assassiné quelques années plus tard par ses confrères qui s'inquiétaient de ses projets d'unification de la Germanie. Admis par la majorité des scientifiques comme étant le lieu d'achèvement des légions, Calcryse reste controversé par quelques historiens. Les recherches archéologiques menées dans l'impasse ont révélé plus de 6000 objets appartenant aux militaires romains, dont notamment beaucoup de monnaies, contremarquées par VAR, abréviation de Varus, une armure Lorica Segmentata de légionnaire et un superbe masque de cavalerie en plaqué argent. Une fosse remplie d'ossements mutilés et abîmés par un long séjour à l'air libre avant d'être inhumés, et une analyse récente des métaux romains confirmant la présence de la 19e Légion rassure la thèse des chercheurs quant au lieu du désastre de Varus. Seulement, un morceau de fourreau de glaive associé à la première Légion fut découvert. Légion qui n'était pas présente dans l'armée disparue de l'an 9. Calcryse pourrait-il être le lieu de la bataille de Pontes Longi qui fit rage en 15 lorsque Germanicus est venu en Germanie à cette date précise? Le mystère demeure. Pour conclure, Arminius a réussi à empêcher les Romains de faire de son pays une province romaine. L'Empire ne dépassera désormais plus jamais le Rhin. L'enfant chérusque est devenu un symbole allemand. Mal utilisé par les heures sombres de l'Allemagne du XXe siècle, il demeure toutefois éternellement victorieux par la présence d'une grande statue érigée en 1875, le regard toujours posé sur la sombre forêt de Teutobourg, qui garde 2000 ans plus tard encore les terribles secrets et les fantômes du passé qu'elle comporte.